De nouvelles tasses portant à 16 le nombre total créé entre 2017 et 2019 sous le régime du président Patrice Talon. De nouvelles mesures également initiées en matière de contrôle et quelques avancées notées. Ainsi se résume l'analyse du volet fiscalité du projet de budget 2019, déjà à l'étude au Parlement au Bénin. Devant la commission budgétaire du Parlement en début du mois de novembre, le groupe de travail fiscalité du secteur privé béninois qui a exposé ses observations et analyses n'a pas manqué de faire des recommandations. Lesquelles recommandations dont l'essentiel tourne autour de l'allègement des charges fiscales pour une meilleure compétitivité du secteur privé au Bénin. Dans ce numéro d'Espace Éco, il sera principalement question d'apprécier le volet fiscalité du projet de loi des finances 2019, de poser des diagnostics possibles, mais aussi de mettre en relief quelques recommandations qui pourraient améliorer l'existant. Merci à vous de prendre le rendez-vous de l'économie sur SICA. La discussion, c'est maintenant et c'est juste après ceci. Pour mener cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Prince Abodjan. Bonjour. Bonjour et bonjour téléspectateurs. Juriste fiscaliste, vous êtes le président du groupe de travail fiscalité du secteur privé au Bénin. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. Également avec nous, Rodrigue Raoul Rustico, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour téléspectateurs. Fiscaliste, auditeur comptable senior, vous êtes également associé gérant du cabinet Phoenix Management au Bénin. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, le projet de budget 2019 déjà disponible et bientôt en étude en plénière au Parlement. Vous avez eu l'occasion, Monsieur Prince Abodjan, d'étudier le document au sein du groupe de travail fiscalité du secteur privé. Globalement, peut-on dire que ce projet de budget favorise une meilleure compétitivité du secteur privé au Bénin? Je vous remercie pour cette émission. Venant à la question, il est imprudent de donner un avis classique sur la possibilité d'opiner sur l'éventualité de la situation économique des entreprises, la situation financière des entreprises, surtout que nous sommes dans la phase de discussion de la loi de finances. On n'a que, à l'étape actuelle, des inquiétudes par rapport à la tendance que nous avons depuis un certain temps. Vous le savez très bien, au niveau du groupe de travail fiscalité, ce n'est pas seulement des personnes qui viennent juste revendiquer ou poser des problèmes, mais nous faisons des analyses classiques, techniques sur la loi de finances, le projet de loi de finances que l'État propose, et ça nous permet d'anticiper sur les réactions que ça peut être. Donc, ce groupe qui est composé de plusieurs acteurs, je veux parler de chambre de commerce, patronat, conseil des investisseurs privés au Bénin, les groupes professionnels, les huissiers, les notaires, je dirais les commissaires priseurs, tous les acteurs du secteur privé, y compris même des cabinets qui viennent à nous, l'association des fiscalistes du Bénin, tous ces gens-là, on a pris comme d'habitude depuis certaines années d'analyser la loi de finances. Ce que nous avons, c'est que cette loi de finances a quand même des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes par rapport à la tendance que le gouvernement a annoncée dans ce projet. Et cette tendance, vous l'avez déjà énumérée, nous estimons qu'à chaque loi de finances, il y a toujours une nouvelle taxe. C'est vrai que nous n'avons pas le droit d'enlever à l'administration fiscale ou à l'État sa possibilité de légiférer sur les taxes. Ce n'est pas à nous de le dire, c'est d'ailleurs la seule méthode aujourd'hui qui existe qui permet à l'État de pouvoir avoir les fonds, mais c'est à nous d'attirer l'attention sur la pratique de ces taxes et de demander à l'État de trouver une autre politique par rapport à cela. Et nous avons donc fait l'analyse des taxes telles que c'est prévu, surtout les nouvelles taxes qui sont annoncées, taxes ou impôts qui sont annoncés, et ça nous permet donc d'attirer l'attention sur ça, et c'est cet exercice que nous avons fait devant les députés de l'Assemblée nationale dans le cadre
des discussions. Alors, des inquiétudes, vous en avez noté, mais il y a également eu des avancées. Nous allons revenir plus en détail. Raoul Ostico, est-ce que vous avez également noté des inquiétudes au niveau de ce projet de budget 2019 ? Bon, les inquiétudes, il y en aura toujours, parce que tant qu'il y a eu de nouveaux impôts et de nouvelles taxes créées, il doit forcément avoir des inquiétudes. En la matière, c'est comme, je prends le cas tout simplement de la taxe sur l'annuité, cette taxe-là qui a été supprimée et qui a été cette fois-ci réorientée d'une autre manière, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des habitations meublées à Cotonou et par le passé qui étaient, je dirais, un peu dans le secteur informel. Aujourd'hui, on leur demande de se formaliser un tout petit peu, de commencer par payer également des taxes par rapport à ceux-là qui doivent pouvoir héberger, parce que la nouvelle disposition les oblige cette fois-ci à se ranger dans le rang tout simplement d'être complexes hôteliers. Alors c'est vrai, c'est un peu difficile parce que vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un veut aller en mission quelque part, il doit pouvoir savoir quand même qu'il y a des coûts supplémentaires qu'il doit pouvoir supporter. Bon, le problème n'est pas certainement à ce niveau. Le problème, c'est que si on décide de supprimer la taxe sur l'annuité et on a créé une nouvelle d'ailleurs, est-ce que cela peut régler le problème, d'accord, de ces hôtels-là? Est-ce que cela pourrait permettre de recadrer un peu le secteur? Bon, moi, mon inquiétude, c'est beaucoup plus l'évasion fiscale, c'est beaucoup plus le fait que les gens peuvent se cacher derrière, naturellement, cette disposition pour ne pas déclarer réellement ce qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires et par conséquent, comprenez que c'est l'État qui va perdre. Je me demande déjà, est-ce que la taxe sur l'annuité précédemment collectée par le passé était d'abord bien collectée dans son vrai sens avant qu'on aille cette fois-ci créer une nouvelle taxe. Alors le plus important aujourd'hui, à mon humble avis, c'est de voir quel mécanisme mettre en place pour réellement parvenir à collecter. Parce que je me demande la difficulté, c'est dans l'application de cette nouvelle taxe-là. Parce qu'une personne qui va faire 1 heure de temps quelque part, vous allez lui demander de payer 500 francs l'heure. Ce n'est pas facile. Et donc, cela ouvre naturellement la voie à l'évasion. Beaucoup de personnes vont se cacher derrière cette disposition-là pour ne pas déclarer le vrai chiffre et payer moins d'impôts. Donc, c'est pour vous dire que l'État a encore à faire en la matière. On n'a pas refusé la création de la nouvelle taxe, mais il faut trouver les mesures nécessaires pour recadrer vraiment les choses, pour que la collecte de ces impôts et taxes, de ces nouvelles taxes créées-là, soit vraiment juste. Alors, puisque vous parlez de cette taxe sur l'hébergement, la nuitée dans les hôtels, est-ce que ce n'est pas quand même un paradoxe qu'un gouvernement qui pense à développer le tourisme puisse créer une taxe de ce type? C'est justement l'une des questions que nous avons posées dans l'étude, dans l'analyse que nous avons faite, puisque dans le PAG, le tourisme est bien en vue et donc il va falloir que l'État fasse une cohérence entre sa politique générale et sa politique fiscale. C'est d'autant plus intéressant pour nous dans la réflexion, puisque si nous prenons certains pays qui font du tourisme un élément essentiel de leur politique, ils ont une autre manière d'aller dans la taxe sur les questions de ce genre. Vous prenez certains pays, par exemple, lorsque vous rentrez à l'hôtel, les premiers moments, vous payez la taxe. Donc, vous payez la taxe sur quelques jours, mais dès que vous dépassez un moment, si c'est par exemple une semaine, certaine durée, vous ne payez plus. Pourquoi? Parce que l'État veut bien que vous soyez toujours là. Et donc, la tendance là-bas, c'est de dire, lorsque vous payez par exemple pour la première semaine, la deuxième semaine, vous ne payez pas. Tout en sachant que vous êtes sur le territoire et que vous engrangez encore des charges. Votre séjour engrange des charges qui vont permettre à l'État de récupérer à ce niveau. Donc, il y a certains pays qui ont fait cette politique et qui n'ont pas mis tous azimuts des taxes, en tout cas des taxes de nuitée. Aujourd'hui, nous avons la taxe de séjour. Ce qui a fait l'objet surtout de la réflexion sur cette taxe, c'est que premièrement, ils l'ont élargi. Ils avaient déjà la loi sur la nuitée, la loi de finance qui a fait la réforme avait déjà
prévu ce qu'on appelle les services assimilés. Mais aujourd'hui, on est allé plus loin dans les services, les hôtels ou les structures assimilées, et nous avons pris même la taxe par heure qui est à 500 francs dans le projet. Mais lorsque nous avons travaillé sur le sujet, nous nous sommes retrouvés dans une situation un peu embarrassante. Parce que dans le rapport de présentation du budget, tel que, vous savez, derrière la loi de finances, il y a toujours un rapport de présentation que le gouvernement fait pour indiquer les objectifs qu'il poursuit à travers les réformes. Dans le rapport de présentation du budget, surtout à la page 18, on note que la taxe sur le séjour que nous voulons créer a un gap, c'est-à-dire on attend de cette taxe une recette globale de 300 millions. Alors, lorsque nous avons lu que c'est 300 millions qu'on recherche en créant cette taxe, on s'est dit quelle est la rentabilité, le coût de cette taxe-là. Nous risquons d'entrer dans une situation où cette taxe, dans son recouvrement, sera plus chère que ce que nous recherchons. Vous allez dans le système aujourd'hui, c'est beaucoup d'informels. Comment l'État peut mettre en place des outils, ça a été dit, pour pouvoir permettre de rentrer effectivement dedans? Pour le faire, l'État est obligé de mettre beaucoup plus de ressources, mettre en place des outils pour pouvoir les contraindre les gens à le faire. Et tous ces outils-là ont une charge. Nous pensons que l'État doit pouvoir faire une étude approfondie pour voir si on ne roulera pas à perte. Parce que s'il faut engranger plusieurs centaines de millions pour pouvoir aller faire la collecte et que la taxe, le gain attendu est 300 millions, on n'aurait pas avancé. Donc nous avons demandé à l'État d'approfondir la réflexion et d'intégrer cette nouvelle taxe qui est la taxe de séjour sur sa politique globale qui veut que le tourisme soit un élément de fond dans le programme d'action du gouvernement. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur cette taxe sur les séjours dans les hôtels et structures assimilées. On risque de faire face à l'évasion fiscale, mais aussi à la fuite des touristes qui peuvent s'installer à Lomé à côté, vu que les hôtels vont coûter moins cher de l'autre côté pour venir faire d'autres activités sur le territoire de ce côté. Oui, en fait, c'est la conséquence. Quand vous créez de nouvelles tasses, c'est normal, puisque cette nouvelle taxe va naturellement entraîner un peu la baisse des recettes au niveau de certains hôtels de la place. Ça, ce n'est pas à démontrer. Mais le plus important, ce n'est pas interdit de créer de nouvelles tasses. C'est du ressort de l'État de créer de nouvelles tasses. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme, un système pour sécuriser réellement cela. Vous allez dans les pays, dans certains pays de la sous-région, je ne voudrais pas le faire de la publicité, vous séjournez dans un hôtel aujourd'hui, on vous délivre une facture, le ministère est au courant. Cela vous dit quoi? C'est ce pays s'est préparé. Ce pays a investi dans la technologie de manière à ce que tous les hôtels sont sur la même plateforme. Donc quand vous faites un séjour, l'État sait. Donc quand vous voulez déclarer, il n'y a pas de mensonge. Et quand vous-même vous allez séjourner, on vous donne une facture qui n'est pas normalisée, vous n'acceptez pas. Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, comme le disait M. Prince tout à l'heure. Avant d'en arriver là. Parce que si on ne met pas en place un bon système pour sécuriser cela, on va créer de nouvelles tasses, mais on va faire fuir beaucoup de personnes. Donc on n'aura pas, parce que 300 millions, c'est rien du tout. 300 millions, ce n'est pas de l'argent. Ça, c'est absolument rien du tout par rapport aux attentes de l'État. Donc, les nouvelles tasses, oui, mais les mécanismes de recouvrement, d'accord, sont vraiment très, très importants avant la création des nouvelles tasses. Donc, aujourd'hui, nous nous voyons devant la situation. Mais, bon, étant donné que la fiscalité est une science très dynamique et évolutive, on va attendre naturellement, si éventuellement cela passait à l'Assemblée nationale, on va attendre l'exécution, on va voir si on pourra avoir un point exhaustif par rapport à la collecte de cette nouvelle tasse-là et voir si les degrés d'objectif seraient vraiment atteints. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir, on va encore recadrer un peu les choses et d'où l'importance de la fiscalité. La fiscalité, c'est une science très dynamique et ce n'est pas du tout statique. Bon, ce qui est là demeure toujours des prévisions et si on parvient à les atteindre, c'est que c'est une bonne chose. Alors, outre cette taxe sur les séjours dans les hôtels, il y a également la taxe sur le développement du sport. Cette mesure est seulement indiquée pour les entreprises que le gouvernement appelle les grandes entreprises, à l'exception des entreprises qui ont des équipes de sport et qui investissent déjà à la hauteur des chiffres qui est prévu dans cette taxe. Alors, vous avez estimé au sein du groupe de travail fiscalité que cette taxe va trop peser sur ces grandes entreprises en griffe. En
question et qui représente à peine 2%. En réalité, faut-il l'étendre finalement à toutes les entreprises qui payent des taxes? Je crois que c'est là la réflexion que nous avons menée au niveau de groupe de travail fiscalité sur la question de la création de la taxe pour le développement du sport, qui est de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Alors, le projet de loi l'a exclusivement proposé ou exigé pour les grandes entreprises, les sociétés qui sont appelées grandes entreprises, qui sont une minorité. C'est les entreprises qui sont vraiment connues et qui essayent, par rapport à leur chiffre d'affaires, d'avoir quelque chose de consistant encore bénin. Alors, nous avons estimé que créer une taxe de développement du sport n'est pas seulement une taxe pour les grandes entreprises. C'est le développement du sport, c'est tous les Béninois qui doivent aider à notre sport. Pourquoi on a fait un choix des grandes entreprises? Oui, on peut supposer qu'ils sont vite après, on peut vite les appréhender. C'est parce qu'ils ont déjà un fichier de connus. Mais c'est trop facile. Si nous voulons vraiment avancer, nous devons faire en sorte que la taxe qui est la solidarité commune ne pèse pas sur un petit groupe. Ils sont vraiment 2% et ils ont déjà des contraintes qui, à mon avis, sont déjà des contraintes qui sont lourdes par rapport au fonctionnement. Eux, ils n'ont pas une certaine facilité comme dans les entreprises, les petites entreprises. Donc, ils sont bien réglementés par rapport à eux. Et donc, on a comme l'impression que cette nouvelle exigence tombera sur eux. Mais le vrai problème aussi de cette taxe, c'est que ça risque d'avoir un autre problème difficile à gérer. Parce que actuellement, ces grandes entreprises, pour la plupart, ont déjà prévu des fenêtres pour soutenir dans le sport. Vous avez des entreprises qui accompagnent les fédérations, par exemple. Il y a une grande entreprise qui met beaucoup d'argent dans le cyclisme, par exemple. Alors, lorsque vous leur demandez de passer à la taxe de développement du sport en n'exonérant pas leur possibilité de soutenir, la réaction va venir. Vous observerez dans la première semaine de janvier 2019, si la loi est votée, ils ne vont plus aller dans le soutien aux fédérations. Ils vont pas aller. Ils vont plus aller parce que ça fait un doublon pour eux. Et tout le monde sait que la possibilité des hommes d'affaires, c'est la recherche du profit, c'est pour pouvoir maximiser le profit. Donc, ils ne pourront pas être en train de financer, les fédérations et être en même temps en train de payer la taxe sur le développement du sport. Donc, ils auront une réaction. Et maintenant, nous demandons de faire bien l'analyse, de voir qu'est-ce que l'État paie lorsque ces gens-là vont refuser de soutenir les fédérations et vont se rabattre sur la taxe de développement du sport, ou est-ce que c'est mieux pour eux d'être exonérés là-dessus et de pouvoir continuer réellement à soutenir le sport. Donc c'est tout un choix. Mais pour l'instant, et même à voir un peu les discussions qui sont menées, parce qu'après notre passage à l'Assemblée nationale, le président de la République lui-même a pris chez lui de rencontrer les acteurs, de discuter avec eux. Ils l'ont dit, certains l'ont dit de la manière la plus stable. Si vous voyez, les grandes entreprises sont allées plus loin. Certains ont dit qu'ils ne sont pas spécialisés pour le sport. Ils sont pas, la plupart, ils ne viennent pas pour développer le sport, ils viennent pour développer leur activité. Et donc, c'était comme un support de soutenir les entreprises. Donc, leur demander désormais que si vous voulez être exonéré, vous devez avoir une équipe professionnelle qui doit fonctionner. Ça pourrait leur donner une nouvelle charge par rapport à leur cahier de charge. Donc, c'est des questions qui nécessitent vraiment de grandes réflexions, mais d'après ce que le président de la République disait, il voudrait bien qu'il y ait des champions, qu'il voulait bien que le Bénin aussi se dote de champions. Donc, l'expérimentation sera faite. Nous avons déjà attiré l'attention là-dessus. Nous, notre proposition, c'est de dire, au lieu de loger cette taxe-là seulement pour les grandes entreprises, on réduit le pourcentage à 0,50 et on l'élargit à tous ceux qui sont dans le réel.
C'est-à-dire tous ceux qui, selon le chiffre d'affaires de tous ceux qui sont dans le réel, ils vont contribuer à cette tasse-là. De toutes les façons, c'est le sport national, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises et le débat continue. Alors, par rapport à cette tasse sur le développement du sport, la formule employée ou bien la formule qu'on entend employer, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Bon, moi, personnellement, je n'ai rien contre cela parce que je me dis déjà les micros, les petites, les moyennes ont déjà pas mal de charges en termes d'imposition. Quand on parle de grandes entreprises au Bénin, c'est une entreprise qui dépasse un chiffre d'affaires de 500 millions, s'il vous plaît. Donc, une entreprise qui a pu réaliser un chiffre d'affaires de 500 millions, c'est pas petit. Une petite entreprise qui vient de naître, quand on va lui demander encore de payer un pour mille de son chiffre d'affaires, vous imaginez un peu les barrières d'entrée pour ces micro, petites, moyennes entreprises. Donc, vous pensez qu'il faut les maintenir sur les 2%? Et sur les 2%, naturellement, il faut conserver ces petites et micro-entreprises-là dans la fourchette. Mais pour les grandes entreprises, on vous appelle d'abord grand parce que vous avez quand même une capacité financière, vous avez une surface financière intéressante. C'est vrai que sur le plan de la justice fiscale, ça pose un petit souci parce que nous contribuons tous dans la même caisse. D'accord? Ça, c'est une vérité. Mais bon, socialement, je pense qu'il vaut mieux quand même imposer cette taxe-là aux grandes entreprises. Mais je pense que dans le projet de loi de finances, il y a quelque part où on disait quand même que seront dispensés du paiement de cette taxe-là ces entreprises-là qui ont l'habitude peut-être de financer des dépenses de fonctionnement, d'investissement dans les clubs de sport, de manière à ce que ce qu'ils investissent là dépasse quand même un peu la liquidation qu'on aurait dû faire si ils devaient être soumis à la TDS. Donc dans ce concept-là, vous voyez qu'il n'y aura pas de doublon qu'on va remarquer si le projet est voté tel qu'il est. Donc, cette taxe, en fait, c'est vrai, le développement du sport, c'est pour tout le monde. Mais on suppose que dans les grandes nations, d'ailleurs, aussi, c'est les grandes entreprises qui financent le sport. Vous allez aujourd'hui un peu partout, vous allez voir les grosses boîtes comme Coca-Cola et ainsi de suite qui financent un peu le sport. Et l'autre chose pour les grandes entreprises, c'est de la publicité pour les grandes entreprises. Et puis, les petites entreprises aujourd'hui n'ont pas cette capacité-là à s'offrir cette visibilité. Mais les grandes entreprises ont ce pouvoir-là de le faire. Donc, un pour mille, on peut discuter peut-être après sur le pourcentage, mais je pense quand même que en termes d'équitabilité, c'est juste. C'est bon et c'est bon. Que cela soit seulement pour les grandes entreprises. Pour les grandes entreprises, je pense que moi, j'opte beaucoup plus pour les grandes entreprises parce que, étant donné que moi, je suis titulaire d'une moyenne entreprise, je me dis en fait que si ça ne voulait pas être imposé. Voilà. Sur la question, c'est justement là la justice fiscale. C'est justement là. Vous voulez bien, en tant que petite entreprise aussi, avoir une meilleure équipe de football pour le Bénin. Donc pourquoi ne pas aussi contribuer, ne serait-ce petitement, compte tenu de ce que vous avez. C'est ce que nous relevons. Maintenant, les exceptions de la loi, c'est clair. L'exception de la loi, c'est premièrement être propriétaire ou copropriétaire d'un club professionnel de sport engagé dans un championnat national. C'est ça. Donc, il ne suffit pas de créer le sport, les clubs. Vous engagez le club dans un championnat avec toutes les charges que ça donne. Et puis, réaliser des dépenses. Il ne suffit pas seulement d'engager. Il faut réaliser des dépenses de fonctionnement, d'investissement au profit de ce même club pour un montant supérieur ou égal à la taxe à acquitter. Donc, il faut non seulement vous créer le club pour vous, et le club est dans le championnat, vous devriez faire des dépenses qui avoisine le niveau de la taxe tel que prévu. C'est lorsque vous avez fait ces deux que vous pouvez être exonéré de la charge. Alors nous estimons que le dernier pan qui n'a pas été pris en compte, c'est la contribution que les entreprises ont par rapport aux fédérations. Il y a des entreprises qui financent fortement les fédérations. Il y a des entreprises qui aujourd'hui, le jour où elles décident de ne pas financer par exemple le cyclisme, la fédération du cyclisme aura des difficultés parce que ça ne fonctionne que sur ces... Vous pensez qu'on doit exonérer également ces entreprises? Oui, nous pensons que ces entreprises qui ont un financement qui va vers le niveau de la taxe peut être exonéré, c'est ce que nous avons proposé, tout en disant qu'il faut l'élargir à tout le monde, même à l'entreprise de mon ami, pour que tout le monde contribue Mais c'est des questions qui sont en réflexion, et je crois, sur la question, en tout cas sur
la taxe de développement du sport, la TDS, il semble que le gouvernement a une position vraiment claire là-dessus, c'est d'aller dans le sens de ce que le projet de loi de finances a dit, et nous allons voir la fin. Alors, la taxe sur les séjours dans les hôtels, la taxe sur le développement du sport, deux tasses qui ont porté à 16 le nombre de tasses créées entre 2017 et 2019. Alors, le groupe de travail fiscalité du secteur privé a estimé qu'il serait mieux pour l'État de trouver une autre possibilité d'engranger des recettes plutôt que de continuer par créer des taxes, des impôts qui sont à faible rendement et qui n'apportent pas vraiment un intérêt dans les recettes de l'État. Raoul Rustico, est-ce que c'est également votre avis? Naturellement, c'est mon avis. Vous savez, nous avons une phrase fétiche que nous prononçons, notre budget est essentiellement fiscal et nous le créons toutes les fois que Dieu fait. Alors, si notre budget est essentiellement fiscal, c'est la conséquence. Nous devons créer des taxes pour pouvoir supporter le budget. Parce que le budget, c'est une prévision des recettes et des dépenses. Il faut mobiliser les ressources pour pouvoir opérer les dépenses. Et donc, c'est important. Si nous n'avons pas d'autres sources de revenus, nous n'avons que des impôts et taxes à créer, nous n'avons pas le choix. C'est pour vous dire que c'est la conséquence de notre français qui continue toujours jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il faut créer quand même d'autres sources de revenus pour qu'on puisse vraiment élargir un peu. Oui, quelle autre alternative disposons-nous, puisque nous savons que le Bénin est l'un de ces pays qui n'ont pas de sous-sol assez fourni quand même. Non mais écoutez, je pense quand je faisais les cours primaires, on nous avait parlé quand même de fer, on avait parlé entre-temps récemment à la télévision, on nous avait montré 2000 litres de pétrole, mais pourquoi on n'a pas continué les études? Pourquoi on n'a pas continué les études? On parlait de l'or de Perma, on a parlé de beaucoup de richesses, mais pourquoi ne pas continuer les études pour découvrir réellement est-ce que nous disposons de ces ressources-là? C'est quand nous allons disposer de ces ressources-là que ça va bien. Et si nous ne disposions pas de ces ressources, quelle aurait pu être notre alternative? Alors, tout simplement, il faut comprendre que c'est la prison. C'est la prison fiscale. Nous serons là et on va créer chaque fois de nouvelles tasses. Nous allons chaque fois libérer les nouvelles tasses et nous ne pouvons plus rien faire. Parce que tant que nous n'avons pas ces outils-là, ces nouvelles sources de revenus, nous allons toujours assister à la création de nouvelles tasses. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Prince Abodian? Oui, nous, notre position est aussi claire. Nous avons proposé des actions. D'abord, il faut que ça soit connu de tout le monde. Tout le monde le sait, en tout cas les fiscalistes le savent. C'est déjà une théorie d'Arthur Laffer, qu'il a déjà posée depuis des années, qui indique que trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est classique. Lorsque l'impôt est trop, c'est clair qu'il y a une augmentation immodérée de certains taux. Dès que c'est clair comme ça, la réaction que les gens ont, c'est de quitter, de trouver des possibilités pour quitter. Donc, il y a donc une diminution de la base fiscale systématiquement et les gens ne payent pas. Donc, il vaut mieux trouver des mécanismes pour pouvoir répondre à la question. Et justement, parmi les mécanismes, moi, je me suis toujours offusqué, ça c'est la vérité, je suis d'accord avec mon collègue, qu'on ne peut plus continuer à dire que notre budget est essentiellement fiscal et puis c'est les mêmes refrains. Non. Pourquoi notre budget, après ce temps, est toujours fiscal? C'est vrai que c'est la première contribution, mais on peut réfléchir. Il y a l'agriculture. Donc, une politique de développement de notre secteur agricole peut amener des ressources, peut amener les opérateurs à mettre en place des industries et à permettre à ce que nous avons une production, une plus-value plus locale. Ce n'est pas seulement de l'or, ni du fer qu'il faut aller. On peut. Vous prenez par exemple l'anacade qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Il faut mettre des outils pour permettre à ce que ça soit productif pour notre État. Vous voyez, dans les chiffres que nous avons là, lorsqu'on annonce, d'ailleurs le rapport l'a dit, lorsqu'on annonce les chiffres de prévention des les taux qui sont annoncés en matière de réformes liées à l'attractivité du Bénin, lorsqu'on regarde les taux qui sont avancés, vous verrez bien la place du coton dans ces taux-là. Le coton prend une bonne partie, parce que pourtant, c'est une production agricole, c'est vrai, c'est une production agricole. Donc, on peut travailler sur le plan agricole pour améliorer
le niveau de recette de nos États et permettre un développement que de toujours aller dans les tasses. Le problème qui se pose en créant les tasses, c'est que, en plus du fait que ça va tuer complètement l'impôt, on ne sera plus attractif dans la zone. Et lorsque vous êtes dans un pays comme le Bénin où le secteur tertiaire est très développé, donc le commerce est très développé, les services sont développés, ils n'ont pas d'industrie. Dès qu'on leur fait des contraintes ici, ils vont dans la sous-région. Vous avez vu la réaction lorsque vous avez eu des problèmes par rapport à la vente des véhicules. La plupart de ces gens-là se sont retrouvés dans les frontières. Et donc nous avons... Parce que ce n'est pas un secteur qui est bien assis et qui peut être difficile à démonter. Quelqu'un qui a une industrie, il est complètement difficile à cette personne de prendre une décision rapide pour avancer. Il est obligé de tenir compte de l'environnement pour pouvoir faire son travail. Donc, nous devons développer des activités pour permettre à ce que cette affaire de budget essentiellement fiscal-là tombe et que nous ayons d'autres ressources. C'est seulement en faisant ça que nous pouvons avancer. Autre élément que nous avons proposé, nous avons dit, mais il faut élargir l'assiette. Il faut permettre à ce que ça ne soit pas 2%, 3% qui payent. Il faut qu'on mette en place des outils qui permettent à tous les citoyens de contribuer petitement à la dépense publique. Mais regardez comment ça se passe. Il y a des îlots où il n'y a presque pas de possibilité d'élargir. C'est les mêmes personnes, les grandes entreprises surtout, qui vivent la pression. On met les régularisations, on met les contrôles pour eux et les autres sont en train de fonctionner librement. Alors que nous pouvons travailler sur l'élargissement des assiettes. Parce que si nous élargissons l'assiette, nous pouvons baisser les taux et ce serait facile à tout le monde de pouvoir agir. Donc nous avons fait cette remarque et nous espérons que ça va faire l'objet des réflexions pour permettre à l'État de changer de fusil d'épaule. L'élargissement de l'assiette fiscale, justement, Raoul Rustico, on en parle, mais on n'y arrive pas. Oui, on n'y arrive pas. Comme le disait M. Prince Aboudian tout à l'heure, vous remarquez effectivement que c'est le secteur naturellement tertiaire qui est beaucoup plus développé, le secteur des services qui est beaucoup plus développé au Bénin. Or, le développement, en réalité, ne peut pas se baser sur ce secteur-là. Ce n'est que le secteur naturellement primaire. Ah ben, nous avons délaissé le secteur primaire. L'agriculture. L'agriculture, nous l'avons délaissé. Nous l'avons délaissé. Vous circulez aujourd'hui n'importe où, l'élevage dont on parle. Vous voyez combien de fois nous mangeons mal. Nous mangeons des produits qu'on a importés de l'extérieur. Mais pourquoi ne pas développer cela? Nous avons des lycées au Bénin qui forment des gens pour la production animale, pour la production agricole. Mais après leur formation, ils deviennent quoi? Le chômage. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous voulons une chose contraire. Lorsque nous ne disons pas, il faut qu'on arrête pour revaloriser un peu la production nationale, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Donc c'est ça, en fait, qui crée cette difficulté-là. Parce que le problème, c'est quoi? Si nous revalorisons notre production nationale, vous allez voir que ça va donner naissance à beaucoup plus d'entités qui seront créées. Et en conséquence, on aura beaucoup plus l'assiette fiscale sera élargie. Mais actuellement, très peu de personnes contribuent. Et quand vous voyez les moyens déployés par le déjà des impôts pour collecter ces impôts-là, vous allez voir que c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Ils dépensent pratiquement 80% pour récolter 20%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Travailler à perte. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu difficile parce qu'eux aussi se retrouvent dans une situation un peu inconfortable. Vous voyez un peu. Donc il faut aller revoir encore la production nationale, revaloriser la production nationale, inciter la production nationale, mettre en place des conditions favorables aux uns et aux autres pour produire davantage et inciter effectivement les producteurs aujourd'hui. Bon, quand on vous demande qu'est-ce que le Bénin peut vendre aujourd'hui à l'extérieur, qu'allez-nous me répondre? Si on ne va pas citer en premier d'abord le coton où on envoie ça et on transforme, on renvoie ça, on va se mettre encore en rang pour aller racheter notre coton. Ça veut dire que l'industrialisation est encore en arrière chez nous au Bénin. Il va falloir le faire et ce n'est que par la volonté politique qu'il faut le faire. Le secteur primaire et le secteur secondaire, absolument, pour pouvoir équilibrer avec le secteur tertiaire. Alors, nous allons avancer dans ce débat. L'autre point sur lequel c'est également penché le groupe de travail fiscalité du secteur privé, c'est celui concernant les nouvelles mesures en matière de contrôle de la TVA contenues dans le projet de budget 2019. Selon vous, il s'agit d'un dispositif destiné à harceler les entreprises. Qu'en est-il concrètement de ce dispositif?
Vous voyez, c'est la suite logique de ce que nous sommes en train de dire là depuis l'entame de cette émission. Lorsque vous n'avez que des pistes du genre taxes et que vous en créez, la seule réaction pour vous, c'est de mettre en place tous les outils nécessaires pour pouvoir rentrer pour collecter ces fonds-là. Et donc, chaque fois, vous ne vous sentez pas à l'aise dans le collecte, et donc vous êtes obligé de mettre en place des mécanismes quelquefois incompréhensibles pour pouvoir atteindre votre objectif. Et n'oubliez pas aussi que l'administration fiscale, disons les régies financières de notre pays, travaillent sur des quotas, des objectifs. Et là, ça plombe tout. Lorsque vous demandez au directeur général des impôts qu'il y a ce seuil-là qu'il doit toucher pendant telle période, donc mesure à atteindre, pour bien faire son travail, pour être à l'aise dans son travail, pour rassurer celui qui lui a confié cette mission-là, il fait tout possible pour atteindre cet objectif-là. Donc, il ne veut même plus voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le long terme, puisque lui, il a le court terme en face. Donc, nous avons estimé qu'il y a des mesures qui sont arrivées encore nouvellement pour accroître davantage les difficultés de compréhension. Déjà, on avait déjà soulevé dans une précédente loi de finances cette volonté de toujours, disons, mettre des mesures pour contrôler. Ils ne sont pas contre le contrôle, mais quelquefois, lorsque le contrôle devient quelque chose d'extraordinaire. L'état de gendarme. Je vous donne un exemple. Dans le projet de loi, il est prévu à l'article 1095 nouveau qui doit être voté, nouveau 4 du projet, que les enquêteurs peuvent avoir accès aux locaux à usage professionnel de 7h à 20h. Mais 7h à 20h. Donc les enquêteurs sont dans nos entreprises avant notre arrivée. Ils sont dans nos entreprises même lorsque nous fermons. Parce que les heures ouvrables, c'est 8h, 12h30, 15h, 18h30. Vous prenez dans une loi de faire un contrôle, de permettre à des agents permanents de l'État d'être dans des entreprises privées en dehors des heures légales. C'est des mesures exceptionnelles, ça. Lorsque vous avez des mesures exceptionnelles, on va dans la procédure pénale peut-être pour voir. Lorsqu'il y a mesure exceptionnelle, c'est parce qu'il y a une question exceptionnelle à aborder. Mais la question ordinaire, qui est le contrôle régulier que les inspecteurs doivent faire dans nos entreprises, et ils ont accès à 7 heures et ils sont à 20 heures. Ce qui vous fait dire que ce sont des dispositifs de nature à harceler. Ça donne l'impression. Et même le mécanisme de contrôle. Vous allez voir qu'on a mis en place un contrôle spécifique à la TVA. C'est ça, dans le projet de loi. Nous disons pourquoi. Puisque dans le contrôle normal que nous avons, contrôle ponctuel, contrôle de vérification de comptabilité, contrôle toute flagrance fiscale, tout ce que nous avons déjà comme mesure, comme batterie de contrôle, la TVA y est. La TVA y est. Donc, on peut contrôler la TVA dans un contrôle de comptabilité ponctuel, on peut contrôler la TVA partout. Mais pourquoi on a ressorti la TVA ici sans pouvoir dire de l'autre côté que vous pouvez ne plus aller dans le contrôle de la TVA. Conséquence, vous faites le contrôle, le droit de contrôle pour la TVA. Tout de suite, une autre mesure arrive de contrôle général, les mêmes TVA sont repositionnés pour contrôler, ainsi de suite. Donc on rentrera dans une situation où, comme certains l'ont dit au groupe, on ouvrira carrément des bureaux pour que les inspecteurs ou les entreprises viennent s'installer dans les entreprises, ils seront nos partenaires pour travailler. Donc ça, c'est un problème et je crois que nous en avons longuement parlé et on proposerait qu'ils reviennent à l'heure légale, qui est l'heure prévue par la loi, et que les questions sur les délais. Vous savez, il y a des délais qui sont passés de 8 jours à 48 heures. Vous voulez contrôler le délai d'envoi de l'avis de vérification est passé de 8 jours à 48 heures. Mais alors que la vérification, le contribuable a aussi un droit, le droit de se préparer, le droit d'être assisté. Comment 48 heures il peut? Surtout que nous avons des mécanismes qu'on appelle flagrance fiscale, qu'on appelle un certain nombre de choses qui peuvent être inopinées.
Mais lorsque c'est des questions comme ça qui sont inopinées, on comprend que nous sommes dans une exception. Mais lorsqu'on rend l'exception le principe général, je crois que ça va donner l'impression vraiment que les entreprises sont assurées et c'est le vrai problème. Alors, ces nouvelles mesures en matière de contrôle, vous les trouvez aussi comme des dispositifs pour assurer? Bon, vous savez, le droit d'enquête qui a été codifié, c'est un droit qui doit pouvoir faire beaucoup plus peur aux contribuables parce que vous pouvez être là et puis il débarque à tout moment pour faire des contrôles inopinés, spécifiquement pour la TVA. Le gros problème, c'est que je pense que l'État a peut-être un peu raison en mettant beaucoup plus sur la TVA parce que vous savez, la TVA, c'est un impôt vraiment qui est très cher à l'État. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, parmi tous les impôts, c'est l'impôt le plus cher à l'État. Donc l'impôt le plus cher à l'État, l'État se dit, il va falloir quand même que je puisse recadrer vraiment cet impôt-là de manière à ce que nous puissions vraiment avoir le maximum. C'est vrai que le droit d'enquête dont il s'agit, c'est beaucoup plus pour revoir un peu les manquements en termes de facturation de la TVA. Bon, vous savez que effectivement, les contribuables font beaucoup de fraude au niveau de la facturation de la TVA. Et il y a des mesures qui sont prises pour les conditions en termes de facturation de la TVA, d'où il faut mettre en place un mécanisme pour vérifier si effectivement les entités facturent normalement les TVA. Bon, le reste, c'est les heures, comme l'a dit M. Prince Abouja, parce qu'une entité qui doit fermer à 18h, si vous avez un contrôleur, ça veut dire que vous attendez à ce qu'il soit pratiquement 20h. Et si lui ne finit pas, il ne va pas quitter. Vous voyez, il y a des contraintes. Je pense qu'à l'Assemblée, si le débat est vraiment un peu sérieux, ils vont revoir un peu ces horaires-là pour calibrer cela aux heures normales de travail, pour ne pas aussi frustrer un peu les contribuables. Parce que n'oubliez pas, sans le contribuable, l'impôt ne vaut rien. Alors, il y a cependant eu des avancées. Il faut également le souligner. La première et la plus grande avancée dont nous allons parler, c'est la régularisation de la taxe professionnelle synthétique, TPS, qui est ramenée de 400 000 francs CFA à 150 000 francs CFA. Quelle appréciation on pourrait en faire? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, pour ceux-là qui ont des petites, micro, moyennes entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires dans les normes. Parce que payer 400 000, l'État a reconnu quand même que cela avait réduit l'assiette fiscale par le passé, et ce qui a fait que beaucoup d'entités n'ont pas fait les états financiers, beaucoup d'entités n'ont pas payé les impôts, beaucoup d'entités ont végété dans l'informel, mais aujourd'hui que l'impôt revient naturellement de 400 000 à 450 000, je pense que c'est une grande avancée qu'il faut saluer. Parce que n'oubliez pas, toujours dans cette histoire-là, nous avons décrié quand même que les 400 000 étaient un peu trop. Mais bon, étant donné que c'est un impôt où on n'a pas encore trouvé la bonne formule, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas encore la très bonne formule de la TPS. On ajuste toujours par rapport à nos exigences, à nos besoins, tout et tout. Mais aujourd'hui, la TPS, si c'est venu à 150 000, je pense que cela pourrait vraiment diminuer un peu la peine des contribuables. Et ce n'est que des mesures quand même qui accompagnent un peu le développement et la création des entreprises. Voilà. Alors, Serge Aboujan, quand le gouvernement avait voulu faire passer la TPS de 200 000 à 400 000, vous avez tiré sur la sonnette d'alarme. Ils sont revenus à 150 000 francs. Certainement qu'ils ont compris que cela n'a pas été efficace. Et ça a été une perte. Ça a été une perte. Et c'est là où je suis je suis souvent déçu de voir que les choses se passent comme ça. Parce que nous sommes à un niveau de l'État. Sur ce plateau, lorsqu'on discutait sur le projet de loi de finances de l'année dernière, qui est le projet de loi actuel, on a fustigé cela, on a demandé que c'est suffisamment grave et que ça va créer des pertes à l'État. Ça n'a pas raté, hein. Les entreprises n'ont pas, ils sont repartis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État est revenu là-dessus. C'est pour ça que nous avons parlé, non pas d'avancée, nous avons parlé de régularisation. Régulariser quelque chose. Et chaque fois que les acteurs du secteur privé parlent, les gens ont tendance toujours à penser que ouais, c'est dans leur intérêt. Mais si on pouvait évaluer la perte, mon collègue l'a dit, il y a eu beaucoup qui n'ont pas fait les états financiers. Donc, le peu qu'on collectait, on n'a pas eu. Certains sont complètement repartis dans le secteur informel. Bon, ils n'existent plus, ils font comme ils veulent. La question, c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, en revenant à ce montant-là, ils seront
à l'aise de revenir. Celui qui a déjà reparti dans son secteur informel où on n'a jamais rien fait encore, vous croyez qu'il va revenir pour payer les 150 000? Voilà les questions. Et cette question-là occulte une autre qui est là et qui est le fait que lorsque vous êtes dans le TPS et que vous êtes petite ou micro-entreprise, vous demandez l'attestation fiscale, directement vous passez à 400 000 francs. Nous n'avons pas une clarification par rapport à ça et nous avons voulu que dans la loi de finances, que l'État donne sa position pour que les gens savent clairement que s'ils vont chercher l'attestation fiscale, ils auront à payer 400 000, que ça soit clair au lieu de rester dans les interprétations que nous avons connues jusqu'à la loi de finances passée. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. 45 minutes, ça passe très vite, évidemment. Il y a quand même une mesure importante. Moi, je suis complètement... la question de foncier. Aujourd'hui, il y a l'harmonisation du taux d'affirmation qui est essentiel. Ça, il faut féliciter l'État parce que l'État dit désormais que si vous voulez affirmer vos conventions, vous aurez 1% sur le prix de vente. Et nous avons fait des propositions de recadrage pour permettre à l'État d'être clair pour éviter que les communes continuent de créer d'autres tasses. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Serge Prince Abodian, juriste fiscaliste, président du groupe de travail fiscalité du secteur privé béninois. Rodrigue Raoul Rustico, fiscaliste, auditeur comptable senior, association gérant au cabinet Phoenix Management au Bénin. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sicatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous. L'information revient sur Sika.